Renacast. Arrête de vouloir t'appuyer sur les autres, arrête de vouloir compter sur les autres, compte que sur toi. Si tu veux des clients, il faut des rendez-vous. Si tu veux des rendez-vous, il faut générer des conversations. Et si tu veux générer des conversations, il faut des contacts. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Si la plus grande peur de l'entrepreneur n'était pas de manquer d'argent, ni même d'échouer, et si la vraie angoisse la plus profonde, c'était d'être seul. Mon invité a compris cette peur et il en a fait sa mission. Bonjour Timothée et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Bonjour Nicolas, merci pour ton invitation. Eh bien écoute, avec plaisir. Alors pour la petite histoire, j'ai réussi à t'avoir au téléphone grâce à une personnalité hyper intéressante avec qui j'ai enregistré il y a quelques temps un épisode de Renacast. Alors on lui fait coucou, je crois que c'est Sonia qui nous a mis en relation. Alors merci à elle parce que tu vas nous montrer qu'il est possible de faire plein de choses dans la vie quand on sait finalement se faire accompagner, en tout cas se faire aider et puis peut-être pousser un petit peu plus loin le comment on devient entrepreneur et pourquoi on le fait. Alors moi, je te connais un petit peu parce que j'ai créé un conducteur sur tout ce qui s'est passé. J'ai échangé un petit peu avec toi. Par contre, nos auditeurs ne te connaissent peut-être pas encore. Alors, si tu souhaites, Timothée, est-ce que tu peux te présenter à eux? Écoute, très bien. Alors, par quoi commencer? Donc, moi, je m'appelle Timothée Père. Effectivement, j'ai 38 ans. Je suis marseillais. Je dirais que je suis fils de psy à la base. Mes parents sont psy, ma sœur est psychologue. Voilà, donc je suis ici d'une famille effectivement de psy. Et puis moi, j'ai fait le vilain petit canard parce que j'ai fait notamment un doc de maths informatique. J'ai fait une licence d'économie management, une école de commerce, notamment parce que j'avais envie de comprendre un petit peu la finance de marché à un moment donné, ce qui m'intéressait parce que j'ai l'impression que ça régissait un petit peu le monde dans lequel on était. J'ai compris, ça m'a pas spécialement plu, éthiquement parlant et donc je suis retourné dans ma ville natale, à Marseille et j'ai lancé plusieurs entreprises, qui ont été, pour moi, un élément extrêmement important pour, trouver ma voie, personnellement, professionnellement et puis aujourd'hui, je suis effectivement l'heureux, fondateur d'Indépendants mais pas seuls, qui est un organisme de formation, cabinet de conseil, de coaching qui aide les indépendants à structurer leur activité, pour les aider, tout simplement à en vivre et avoir une entreprise qui soit rentable et pérenne dans le temps. Ok, donc beaucoup de choses, un parcours atypique effectivement, hein. Toute la famille a choisi une voie. Toi, comme tu le dis très bien, le vilain petit canard, tu es parti carrément à l'opposé, aujourd'hui tu as l'air très épanoui en tout cas, donc finalement c'était peut-être le bon choix pour toi. Du coup, tu pars dans le commerce, c'est ça, des études, un DU, un DUG, hein, c'est ça? C'est ça, doc de maths informatique appliquée aux sciences, ouais, c'est ça. OK et moi, j'ai écouté tes épisodes où tu en parles assez facilement, pourquoi tu as fait ça. Tu as fait, après tes études, tu es forcément allé, dans du salariat, donc il y a plusieurs parcours. Lequel était le plus marquant pour toi? Lesquelles activités que tu as fait en tant que salarié étaient, l'activité la plus marquante pour toi dans ta vie, et peut-être celle qui t'a amené aujourd'hui où tu es? OK. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'adorais être étudiant. Si j'avais pu être étudiant toute ma vie, je le serais resté, parce que j'aime apprendre, parce que je trouvais qu'on avait un privilège énorme de pouvoir, vivre sa vie simplement à étudier et être avec les copains, si j'ose dire. Donc, si tu veux, j'ai repoussé au maximum, le moment, du salariat et du monde professionnel et aussi parce que c'était, difficile pour moi, vraiment difficile de trouver quelque chose dans lequel, je m'épanouissais. Donc j'ai fait notamment un stage, si je me souviens, en tant qu'assistant sales trader, enfin risk manager plutôt, au Crédit Agricole Chevreux, à La Défense à Paris, où j'étais en contact avec, des traders justement. Donc ça a été un premier événement marquant parce que déjà je quittais
le nid familial, si j'ose dire, puisque j'avais fait, des études quand même à Bordeaux, donc j'étais un petit peu parti, mais là, j'étais vraiment seul, dans cette grande ville capitale qui est Paris, dans un appartement, un studio de 18 m². Voilà, donc quand je suis arrivé en costard cravate, à La Défense, je me dis: «C'est bon, j'ai réussi ma vie» et puis 1 mois plus tard, j'étais en déprime, dans mon studio, voilà. Donc ça, c'était un événement marquant parce que j'étais au contact, en fait, si tu veux, des traders, notamment, je me rendais compte, que la seule chose dont ils parlaient, c'était les week-ends et les vacances, le pognon et voilà. À part ça, pas grand-chose et donc j'ai vraiment ressenti que, un manque de sens, dans cette activité, professionnelle, et puis éthiquement aussi, c'était compliqué parce que je réalisais le fait qu'on puisse miser à la baisse sur des marchés, qui peuvent avoir des conséquences extrêmement dramatiques, pour certains pays, par exemple comme la Grèce, ou des entreprises qui créent de la valeur ajoutée, avec leurs salariés et parce que les investisseurs vont miser à la baisse, vont détruire complètement le capital, du coup d'une société. Bref, mais j'avais besoin de passer par là, c'était important. C'était un peu, si tu veux, le, l'illusion, dans laquelle on peut être un peu en école de commerce en disant, «Voilà, il faut gagner du pognon, donc voilà, on va découvrir la finance de marché, c'est l'endroit où potentiellement on peut le mieux réussir» et cetera et puis en fait, moi j'ai trouvé que c'était, vraiment vide de sens, et donc ça a été une première expérience marquante, pour moi en me disant: «Bon, ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de faire ça». Voilà, donc ça, c'était une première expérience. Ça, c'est déjà bien de savoir ce qu'on ne veut pas faire. C'est déjà un pas pour savoir ce qu'on a envie de faire, et donner du sens à ta vie, à ta carrière professionnelle visiblement et quelque chose qui t'accompagne et qui t'accompagne encore aujourd'hui avec IMPS, hein. On le voit sur, moi je suis allé fouiller un petit peu à droite, à gauche, sur internet et sur, le site internet, en tout cas de ton entreprise. Effectivement, on voit bien l'accompagnement que tu peux avoir avec, tes ap comment on appelle les gens que tu suis? Les coachs? Stagiaire, Les stagiaire. stagiaires, ouais, on voit un peu les retours et donc c'est plutôt intéressant et mais qu'est-ce que tu as appris d'intéressant justement dans cette activité? Au-delà de puisque tu le dis très bien, j'avais l'impression d'avoir réussi ma vie, hein, costard cravate, Paris La Défense, franchement, sur le papier, ça laisse rêveur, peut-être moins de soleil qu'à Marseille évidemment, mais ça laisse plutôt rêveur, mais il y a quand même des éléments, à part le fait que tu ne veux pas faire ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'ont accompagné en te disant: «OK, maintenant j'ai chopé ça, je vais pouvoir m'en servir pour, grandir et ou en tout cas aller ailleurs». Mmh. Bah, non, mais je pense que, si tu veux, c'était sortir un petit peu, encore une fois, de cette illusion. Ouais, je pense que c'est ça qui est important, de dire qu'est-ce que ça veut dire que réussir sa vie, en fait? Réussir sa vie, c'est pas gagner du pognon, voilà, pas du tout. Donc ça a été aussi peut-être un apprentissage en ce sens, de quels sont mes critères personnels, pour dire: «J'ai réussi ma vie», voilà. Et cet aspect argent, ne faisait pas sens pour moi, ne faisait pas écho pour moi. Ça peut l'être, hein, pour certaines personnes, ça peut être un critère très important. Pour moi, ça ne l'était pas. C'était pas suffisant, pour, me réaliser. Donc je pense ça a été un apprentissage important. Et puis c'était une phase aussi, à Paris où je me suis senti assez seul, notamment parce que j'étais, dans un studio, extrêmement petit, 18 m², et cetera, où j'ai eu des crises d'angoisse aussi un peu, parce que j'étais dans une ville aussi très animée, avec beaucoup de stress, beaucoup de pression. Moi, je suis quelqu'un d'assez sensible, on va dire et donc je ressens aussi rapidement, ça. Donc voilà, je pense que je dis souvent que pour trouver un peu sa place, hem, à titre personnel, mais en tant qu'entrepreneur aussi, il faut cerner un petit peu son désir, ses compétences, voilà, ce qui nous fait vibrer et les confronter au monde. Parce que c'est très difficile de se définir soi-même. C'est voire même impossible. Donc on va pouvoir le demander à son entourage, on va pouvoir, le demander, voilà, à des gens, à qui voilà, on est confronté au quotidien et qui peut-être ont une vision peut-être, plus pragmatique de qui l'on est, plus juste. Mais aussi, il faut faire des expériences puisque, on a besoin du feedback de la réalité, pour justement savoir: «Est-ce que là je suis bien? Est-ce que là je suis pas bien avec cette personne? Je me sens, j'ai envie de continuer à les voir. Ceux-là, en fait, à chaque fois que je les vois, je suis triste et je me sens pas à ma place, donc je vais arrêter de les voir». Donc il y a aussi cette mécanique de, vivre des expériences et être à l'écoute de son ressenti, de son corps pour savoir: «Est-ce que je m'y sens bien? Est-ce que je m'y sens moins bien?» Et je pense que pendant des années, pour moi personnellement, c'est que je ne m'écoutais pas assez. C'est-à-dire que j'écoutais plutôt, les besoins des autres et j'essayais de me mettre
en face de ces besoins-là pour être aimé, pour être reconnu, pour être, etc. Et donc là, ça a été, si tu veux, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui m'a appris que à trop se sacrifier, on n'a plus rien à donner. C'est-à-dire que le plus important, c'est surtout de savoir comment je me sens, où est-ce que je me sens bien, utile, en bonne compagnie, et où est-ce que c'est pas le cas. Et ça a été un apprentissage important, si tu veux, dans la construction ensuite de ma vie. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors j'ai eu, Visouda, un épisode que j'ai fait, qui était avec moi et qui m'expliquait qu'elle cherchait son pourquoi et qu'elle l'avait trouvé justement, ce qui rejoint, totalement ce que tu es en train de dire, qui vient, redéfinir sa vie petit à petit, étape par étape avec, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je n'ai pas envie, qu'est-ce qui me fait grandir ou au contraire me rabaisse et c'est exactement ce que tu dis, là. Est-ce qu'il y a une méthodologie là-dessus? Est-ce que je pose ça sur papier? Comment je m'en rends compte? Alors là, j'avais pas encore trouvé vraiment mon pourquoi. Le pourquoi est venu après, mais là, j'avais plutôt, je dis qu'avant d'être indépendant, il faut être autonome. Autonome, ça veut dire, savoir se gérer déjà, savoir, voilà, se comprendre, essayer de se mettre dans des conditions, dans lesquelles, on prend soin de soi et on se respecte et on sait dire non, un vrai non, c'est quand ça dépasse ses limites, un vrai oui, quand on a vraiment envie de le faire, et cetera. Donc ça a été ça, cette première phase. Ça a été déjà, de solidifier, de consolider un petit peu voilà, d'être, qui je suis, d'assumer qui je suis, de me respecter. Voilà, je pense que ça a été un premier élément. Donc est-ce qu'il y a une méthode? Moi, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants, de jeunes adultes qui cherchent leur voie professionnelle. Voilà, parce que c'est quand même un élément très compliqué pour plusieurs raisons. Hem, 1 raison, je pense, c'est que, on est jeune et que du coup, tout simplement, on a besoin de vivre des expériences justement pour, savoir un petit peu mieux où on peut se situer. 2e raison, peut-être, c'est parce qu'on a une méconnaissance aussi de tous les métiers qui existent, de toutes les possibilités qui existent. Il y a ça. Et puis, il y a aussi cet apprentissage, c'est-à-dire de prendre le temps un petit peu, parce que quand on est enfant, en gros, on essaye d'être aimé par ses parents et donc on fait en sorte, de mettre en place des actions pour être connu, reconnu, aimé de ses parents, sans forcément s'écouter. On le fait plus comme une forme de récompense et donc il y a un désapprentissage à avoir, à l'adolescence, au moment où on devient adulte où, on va, du coup devoir, marquer un peu plus son territoire et se désengager, de, potentiellement certains comportements qu'on avait auparavant parce qu'ils nous correspondent plus, voilà. Donc ça a été ça aussi un peu la méthodologie, c'est de se dire que comment je fais en fait pour, savoir ce que je veux, qui je suis, mes besoins et je crois que la clé là-dedans, puisque c'est la question un petit peu que tu poses, c'est, le corps. C'est l'émotionnel. C'est pas la tête, c'est pas la réflexion, c'est pas les pensées, parce que ça, au contraire, on peut s'y perdre facilement. C'est le corps, il ne trompe pas. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un et que je me sens bien, il faut continuer à faire ça. Si je suis avec quelqu'un et que je me sens pas bien, il faut arrêter. Donc le corps, il donne des signaux, en fait. Mais que c'est pareil, pour un boulot, c'est pareil dans une relation amoureuse, c'est pareil pour une activité sportive ou culturelle. La question, c'est de s'écouter et de se faire confiance. C'est-à-dire que si je me sens pas bien dans cet environnement, corporellement, vraiment, physiologiquement, j'ai envie de dire, c'est un signal d'alerte qu'il faut prendre en compte, sur lequel il faut s'appuyer. Et je pense que ça prend un peu de temps de comprendre cette mécanique et de l'ajuster pour sa vie personnelle. Ouais, effectivement et certains ne n'écoutent pas assez leur corps et arrivent au burn-out qu'on connaît, malheureusement trop bien, et là leur corps leur dit simplement: «Stop, arrête, tu n'y arriveras pas» et on est vraiment arrivé très, très loin, pour ceux qui arrivent à quand même écouter le burn-out parce qu'il y en a qui passent outre et qui malheureusement, ont une vie, très compliquée. Non, c'est effectivement, un bon conseil, écouter son corps, si tu es plus souvent malade, c'est qu'il y a un problème par exemple, hein, tout simplement, hein. Si le matin, ton corps te dit: «Non, reste encore un petit peu au lit», et que tu as besoin d'1 ou 2 ou 3 réveils pour aller travailler, c'est peut-être pas une bonne solution effectivement. C'est qu'il y a peut-être quelque chose, une ambiance qui ne va pas, des trucs comme ça. Donc toi, tu es dans une banque, tu vois que c'est pas ce que tu as envie, tu t'arrêtes donc, et après tu fais quoi? Tu retournes dans un salariat ou tu décides là, maintenant de commencer à chercher ta propre voie, individuelle?
Bah, je retourne à Marseille, voilà, je repars de la capitale et je reviens sous le soleil, qui m'a un petit peu manqué et je retourne notamment, chez ma mère, qui habite, du coup à l'époque à Plan de Cuques, donc petite bourgade près de Marseille. Sauf que ma mère est une mère, très, fusionnelle, c'est la mère juive et italienne, et cetera, voilà, qui me laisse pas respirer, j'ai envie de dire. Et donc c'est compliqué. Le retour à Marseille est compliqué, parce que, bah, je pense que je suis à un âge quel âge j'ai à ce moment-là? Peut-être 28 ans, quelque chose comme ça, où, j'ai besoin, voilà, de prendre mon envol et donc je décide un peu sur un moment de crise, quand même un peu d'engueulade, de conflit avec ma mère, de prendre un appart, sans avoir de revenus, et donc je prends un appart et bah, il faut vivre, quoi. Donc du coup, à ce moment-là, je réponds à différentes offres d'emploi et je tombe sur une offre d'emploi, pour travailler de nouveau à la banque. Donc tu vois, j'ai quand même, C'est bien. j'ai compris le message, mais j'ai mis un peu de temps quand même. Il m'a fallu, y revenir au moins une deuxième fois, pour être, directeur en fait d'une banque et il y avait tout un parcours si tu veux où, il fallait commencer, par faire du commercial au téléphone, sur, voilà des plateaux où on vendait, en gros des produits, complémentaires bancaires, assurances et cetera. Donc je suis parti à la banque, je vais pas la citer, je crois que j'ai pas envie de la citer et voilà et je suis arrivé sur un plateau téléphonique qui était plutôt cool parce qu'on travaillait, sur des horaires un petit peu décalés, soit le soir, soit le matin, et cetera. Donc on avait nos après-midi de libre ou nos soirées de libre, donc c'était pas mal et mon job, en fait, c'était quoi? C'était, appeler non, c'était plutôt, recevoir des appels entrants de personnes, qui avaient des questions ou des besoins, voilà, spécifiques et ensuite, en, analysant un petit peu mieux, leurs besoins, essayer de leur proposer des solutions adaptées à leur situation. Et bah, je me suis assez éclaté parce qu'en fait, moi je rigolais avec les gens au téléphone, je passais des bons moments et cetera et ce qui était bien, c'est qu'à ce moment-là, ce qui n'a pas été le cas par la suite, on me forçait pas à vendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que vraiment, j'essayais, de conseiller et d'adapter, potentiellement des solutions s'ils en avaient besoin à ce qu'ils avaient envie et donc j'ai fait ça pendant, 1 an et demi, je crois, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu moins et puis ensuite, il a fallu, aller en agence. Donc je suis allé en agence, à Marseille, rue de la République pour ceux qui connaissent, proche du Vieux-Port, et j'étais dans une agence qui est dans un quartier, mixte, entre populaire et bourgeois. Il y a un peu, tout type de population et malgré, j'ai envie de dire, mes études et cetera, il y a une forme de bizutage où tu es obligé de passer les 6 premiers mois au guichet et au guichet, si tu veux, bah, tu es en contact avec, la population, du quartier, dont beaucoup de personnes dans ce quartier-là, qui est un quartier quand même populaire, qui ont des problèmes financiers. C'est-à-dire qui sont à découvert, qui ont des soucis et on me demandait, à ce moment-là également de vendre, justement des produits complémentaires, des assurances, des éléments à des gens qui avaient pas d'argent, qui étaient à découvert et qui avaient des adieux. Et là, si tu veux, ça a été la deuxième le 2e couperet où je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là?» Alors je savais pourquoi j'étais là, c'est-à-dire que j'étais là pour mon indépendance, pour avoir mon appart et cetera. Mais, voilà, pareil, là je suis revenu dans un climat, un environnement qui me convenait pas du tout. Donc j'essaie de trouver des solutions avec les RH en expliquant un petit peu la situation. Ils ont pas voulu, si tu veux, accéder à ma demande et de faire de rupture conventionnelle ou de me changer, de pôle, tout simplement parce qu'en discutant avec les autres salariés de la banque, il y avait énormément de personnes qui étaient dans mon cas, en fait. Et OK. donc ils pouvaient pas ouvrir la boîte de Pandore parce que s'ils faisaient une rupture conventionnelle, c'était, X milliers de personnes, qui allaient aussi dégagé. Bref, donc je me suis battu et de fil en aiguille, en résistant, en m'affirmant et cetera, j'ai réussi, du coup à obtenir un licenciement, je pense au bout d'1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme Ouais. ça. Voilà, mais ça a été une étape importante parce que ça a été peut-être, un des premiers combats, peut-être. Puis à ce moment-là aussi, il y a eu quelque chose, tu parlais tout à l'heure du corps, de la maladie, de physique, c'est-à-dire que, j'ai une boule qui est sortie de mon cou, une boule, avec un liquide apparemment qui était à l'intérieur et qui, du coup restait là et ne se partait pas. Alors ça m'était déjà arrivé dans le passé, mais ça arrivait puis ça ressortait sur des moments émotionnels très forts et là, en fait, cette boule, elle résistait, elle partait pas et il se passait rien et donc j'étais allé voir un ORL et cetera, bref et puis, bah, du coup, j'ai décidé,
de me faire opérer à ce moment-là, et d'enlever cette boule, chirurgicalement parlant, sur le coup, ça a été quelque chose assez important pour moi parce que, moi j'étais quelqu'un, quand même, attaché à l'image, notamment, au physique et cetera, et donc je me suis retrouvé du jour au lendemain avec une cicatrice énorme rouge sur le cou, heu et donc ça a été, comment dire? Une difficulté, pour moi évidemment, mais c'est ce qui m'a permis, justement, à ce moment-là aussi, de voir que le regard des autres ne changeait pas. C'est pas parce que j'avais une cicatrice énorme rouge sur mon cou qu'on voulait plus me parler ou que, j'étais moins, charmant ou sexy, pour les filles ou que, quoi que ce soit changeait, rien ne changeait. Ouais, Donc si c'est tu veux, ça m'a permis de comprendre que, après faudrait que je raconte beaucoup plus de choses, mais on va pas rentrer dans les détails, mais que j'étais plus que, simplement une image, que j'étais une présence, que j'étais une intelligence, que j'étais, voilà, d'autres choses et ça m'a fait énormément de bien de me décoller de ça, de m'arracher à ça et de comprendre peut-être, la complexité plus grande de qui j'étais, Timothée. Donc si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'était des étapes un peu pour savoir un peu mieux qui j'étais, ce que je suis et j'étais pas encore dans qui je voulais être. Voilà. Ouais, non, mais c'est bien, c'est important de le dire, parce on est souvent écocentré sur nous-mêmes, où on se dit: «Ah là là, je vieillis, j'ai des rides, comment les gens vont me voir? Ils vont me voir vieux» ou je boite parce que je me suis fait mal ou je sais pas quoi, ou je suis mal habillé ou quoi que ce soit. Il y a pas mal d'études qui ont été faites autour de ça, où des gens s'habillent de la même manière tous les jours et au final, personne s'en rend compte, parce qu'au finalement tout le monde s'en fiche et tout le monde se regarde le nombril et quand on arrive à comprendre ça, on arrive à avancer beaucoup plus vite parce on se fiche du regard que portent les gens sur nous et on avance plus vite, en tout cas plus sereinement peut-être. Et c'est pas mal. Alors c'est dommage d'en arriver à l'opération pour comprendre ça, mais au moins tu l'as eu et aujourd'hui tu peux distiller l'information à tous tes apprenants. Donc ça c'est plutôt intéressant. Du coup tu quittes cette entreprise et à nouveau tu te retrouves sans rien ou tu avais déjà amorcé quelque chose? Donc là, je me retrouve au chômage, voilà et je suis en colocation. Je pars en colocation avec, une amie notamment, qui se cherche aussi un petit peu, voilà. Je prends le temps déjà un petit peu de prendre le temps. C'est-à-dire, de justement un petit peu, m'écouter, me reposer, et justement essayer d'analyser un peu au fond de moi, bon alors qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi l'étape d'après? Est-ce que je retourne dans le salariat? Donc je suis dans une phase vraiment de questionnement, importante et qui prend un peu de temps et c'est pour ça notamment que moi je dis quand même, on a une chance incroyable en France, c'est ça quand même. Parce que quand tu te retrouves au chômage et que tu as alors à l'époque, c'était 2 ans, maintenant ça a réduit, mais 2 ans de chômage sur lesquels tu peux un peu te poser, te recentrer et redéfinir un peu les contours de ta vie et ta trajectoire, c'est quand même une chance incroyable, une chance incroyable. Donc ça me prend 1 an, je dirais, pour me poser, me reposer, me reconstruire, voilà, voilà et puis là, si tu veux, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait des années que, je fais des hauts, des bas, à titre personnel, à titre professionnel, où je me cherche, où c'est compliqué, voilà parce que, moi il faut savoir que, enfin quand j'étais étudiant, j'étais quand même dans une phase un peu où, j'avais du mal à regarder les gens dans les yeux, tu vois? On dirait pas maintenant qu'on me voit, tu vois? Mais j'avais une casquette, je regardais en bas, tu vois? Il y a des trucs un peu comme ça, heu voilà et donc là, je me dis: «Bon, finalement, je me recentre sur» et ça, je pense, c'est très important, sur mes compétences. Qu'est-ce que je sais faire? Donc j'ai fait un DUG de maths informatique, certes, j'ai fait une licence d'économie management et j'ai fait une école de commerce. La vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai appris? C'est ça. Pas grand-chose, pas Les grand-chose. les bases. Des bases, ouais, une connaissance un peu générale peut-être, tu vois? Mais pas grand-chose, en fait et en fait, là où je me sens le plus compétent, c'est pas du tout dans mes études, c'est dans ma passion. C'est-à-dire que, j'ai toujours été un geek passionné d'informatique et quand j'ai découvert un peu les ordinateurs, je les montais, je les démontais. Quand, l'ordinateur ne marchait pas, j'étais en pleurs chez moi dans la nuit, tellement ça me questionnait et je comprenais pas. En fait, il fallait juste enlever la disquette. Enfin voilà et du coup, j'ai été, passionné d'informatique et du coup, je me suis dit: «Beh, en fait,
Aujourd'hui, je peux aider les gens à réparer leur ordi, à, voilà, faire des sites web, parce que je faisais un petit peu des sites web à l'époque, à faire de la formation, notamment pour les seniors, parce que j'étais touché aussi par les personnes âgées, que je les trouvais éloignées justement du monde numérique. Je me disais qu'il y avait quelque chose et donc j'ai démarré comme ça, où à l'époque d'ailleurs, tu vois, on était encore un peu égocentré parce que j'ai appelé ça Team Connect. Voilà, et donc j'ai Team, commencé T-E-A-M ou T-I-M? Ça dépend. TIM, 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 effectivement. voilà. Et donc du coup, j'ai commencé à, proposer mes services à mon entourage et puis l'entourage de mon entourage et notamment des seniors, où, je les formais sur ordinateur, où je réparais des ordis, PC, Mac, je faisais un peu des sites web et cetera et notamment là où je m'éclatais le plus finalement, c'était avec les seniors, mais en fait, pourquoi? Parce que je faisais plus de le psy que, de la formation informatique. C'est-à-dire que j'arrivais, je les formais à comment faire les courses sur internet et en fait, je revenais, la semaine d'après et elles avaient déjà tout oublié. Donc du coup, je refaisais toujours la même chose, mais finalement, j'allais beaucoup plus loin. Je discutais avec eux de leurs problématiques, de leur rapport à leurs enfants, bref, et je me suis éclaté à ce niveau-là. Et, et c'est à ce moment-là, notamment, que j'ai rencontré pour moi un de mes mentors qui s'appelait Roland. En fait, je vais chez une grand-mère qui a à l'époque 98 ans, quelque chose comme ça, et je viens réparer sa box. Et donc, je vais chez elle et je commence à faire ce qu'il y a à faire. Et puis, elle me dit, mais non, mais vous y connaissez rien, mais touchez pas à ma box, etc. Je dis, mais écoutez, vous m'avez appelé, puis je connais mon métier, je suis un peu ferme avec eux. Je dis, non, laissez-moi faire, etc. Et le fait que je sois un peu ferme avec elle, je sais pas, d'un coup, elle change de posture et puis elle m'invite à déjeuner. Et donc, on va manger 2 œufs au plat et puis on va discuter de la vie et super moment, super connexion, tu vois? Hem et pour la petite histoire, 1 an plus tard, donc je la vois plus pendant 1 an. 1 an plus tard, j'ai changé d'activité, on en parlera juste après. Je lance ma start-up, bref, et elle me rappelle et je l'ai au téléphone et là, je sens en moi, je suis heureux de l'avoir au téléphone, mais c'est vraiment incroyablement fort. Et donc, je décide, parce qu'elle avait encore un problème avec sa box, d'y retourner alors que je faisais plus ce métier-là, quoi. Et j'y retourne. Et pour la petite histoire, on a eu une histoire quasiment de 3 ans où j'y allais 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, déjeuner avec elle. Et je parlais de toutes les questions existentielles qui me taraudaient avec elle, que ça soit mon rapport à tout, à mes parents, aux femmes, au sens de la vie, ce que tu veux. Et ça a été une expérience incroyable et extrêmement enrichissante pour moi, qui m'a aidé aussi à dépasser plein de limites, plein de frontières. Voilà. Bon, Ouais, c'est bah, la mémoire 98 ans, donc une mémoire de fou, vécu des milliards de choses que nous, on ne vivra jamais. Donc c'est hyper intéressant de discuter avec des personnalités comme ça. J'ai échangé avec Marion qui a lancé son entreprise de faïencerie. Il n'y a plus d'école de faïencerie en France, hein, il n'y a plus mmh, d'école tout court dans le monde. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée voir justement des anciens pour s'inspirer d'eux, pour échanger avec eux. Un peu comme toi, où elle y retourne régulièrement. Et un de ses mentors, c'est le plus ancien faïencier de France. Donc c'est plutôt intéressant. Tu vois, c'est un peu comme ça que commencent pas mal de choses. Et tu te lances. Donc tu fais quoi? C'est une micro-entreprise à ce moment-là? c'est Euh, ça. C'est une micro-entreprise, auto-entreprise qui existe pendant à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça. Hem Et qui fonctionne, hein. J'arrive à me générer un revenu, j'arrive à en vivre et cetera, mais je m'ennuie un peu, en fait. Parce qu'une fois que, formation senior, je fais toujours la même chose, bon, voilà. Les ordi, une fois que tu sais les réparer, bah, tu sais les réparer, tu sais toujours, voilà, c'est toujours un peu c'est redondant. Donc il me manque quelque chose. Il me manque encore quelque chose. C'est pas encore, le la destination finale, si j'ose dire. et du coup, tiens, bah, je pense j'ai écrit un article sur justement, si votre passion devenait le moteur de vos matins, tu vois, tu crées ton entreprise parce que ta passion, c'est la geekerie, Mmh. voilà, et j'ai écrit un article complet, enfin complet, un article avec, ce que moi je pense de travailler de sa passion. Attention à ce que ta passion ne devienne pas, quelque chose de contraignant et que du coup tu perdes ta passion parce que des fois ça peut en Mmh. arriver là et puis, c'est dommage de perdre une passion. Mais c'est hyper intéressant. Allez le lire, je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission de toute façon. Et donc tu crées ça, t'en as marre, évidemment, la routine s'installe, comme dans tous les métiers quasiment, mais on peut travailler sa routine différemment et tu décides de tout quitter du jour au lendemain et de créer, donc tu le disais, ta start-up, c'est ça? Alors c'est Euh, fait en parallèle. Je le fais en parallèle. C'est-à-dire que je continue à avoir, Team Connect et en parallèle, je suis avec un ami, un de mes meilleurs amis à l'époque où on réfléchit régulièrement à des projets,
entrepreneuriaux, sur plein d'idées. En fait, c'est lui, souvent, il vient avec des idées comme ça. Et puis un jour, je sais plus comment ça nous vient, parce qu'on était fumeurs à l'époque, et du coup, on parle de l'arrêt du tabac, etc. Et puis on discute, on se dit, est-ce que ce serait pas une super idée que pour motiver les gens à arrêter de fumer, en fait, ils épargnent l'argent de leurs cigarettes non fumées sur un compte bancaire sur lequel ils peuvent pas y toucher, pour se payer un voyage, un scooter, une formation, voilà. Et ça part de là. Et en fait, cette idée, je pense pas qu'elle est révolutionnaire, parce que je pense qu'on a d'ailleurs ça a pas fonctionné, et puis, bon, on l'a jamais vraiment lancé, mais je vais réexpliquer tout ça. Mais, en tout cas, moi, je me saisis de cette idée en disant: «Le monde des startups m'intéresse aussi, j'ai envie effectivement, de creuser», et donc je décide, heu, presque seul, même si, au départ, j'ai l'impression qu'on est 2, à la fin, je me sens plutôt seul, on en reparlera, mais de mener ce projet à bien. Et donc je commence à créer, du coup, une landing page, à me former notamment, justement sur les landings, sur le marketing, sur comment, créer une proposition de valeur, comment, voilà. Et puis je vais chez Kedge, puisque j'avais fait mes études moi chez Kedge à Bordeaux, à l'époque c'était, du coup Bordeaux Management School, à BEM, et qui est un incubateur. Et donc je rentre dans l'incubateur. Donc aussi, ben, si tu veux, c'est, une reconnaissance un petit peu aussi extérieure, de dire: «Bah, votre projet, il est quand même intéressant», voilà. Et donc on se lance un peu, voilà, dans ce projet, heu et là, on fait toutes les erreurs possibles, imaginables de l'entrepreneuriat, heu et ça, c'est top. Beh, écoute, a priori, ça en tout cas, ça fait grandir, et j'ai déjà plein de questions, Oui. comment on rentre dans un incubateur? Tu pas développeur, tu as une idée? Est-ce que j'y vais avec un PDF en leur disant: «Eh les gars, j'ai une idée révolutionnaire qui va changer le monde des fumeurs», et Ouais, c'est un peu ça. physique ah ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. C'est-à-dire qu'il y avait un genre de concours, un appel à candidature, et après on a passé un oral, il me semble, si je me souviens bien, devant 3 4 personnes, et on avait une présentation PowerPoint pour expliquer un peu notre projet, le business model, tout ça, tout ça. Heu, on leur a mis évidemment un peu des étoiles dans les yeux, c'était un peu l'objectif aussi, voilà. Et puis donc ils ont accepté notre candidature. Ah, c'est comme quoi il faut juste essayer, se donner envie, d'y aller et des moyens et du coup, tu rentres dans cet incubateur. Tu le dis, alors il y a un terme qui revient très souvent depuis le début, c'est seul. Alors pas toujours sous cette forme-là, mais ça va peut-être venir au nom de la dernière entreprise que tu as du coup, seul parce que, ça revient très fréquemment. Tu dis que commencer à 2, vous avez fait plein d'erreurs. Ça veut dire qu'à la fin, tu te retrouves tout seul? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Ouais. ton bah, du coup, ces fameuses erreurs, qu'est-ce que tu en as récupéré finalement? Oui, oui, ben, donc on lance ce projet, et cetera, mais si tu veux, les rôles n'étaient pas assez bien répartis, hein. Je pense que souvent, il y a des questions sur comment on fait pour s'associer, avec qui on s'associe, et cetera. Mmh. Je pense que c'est extrêmement important, d'avoir des compétences vraiment complémentaires et différentes. Voilà, ça, c'est le premier truc. Et puis aussi d'essayer de border, qu'est-ce que chacun attend de l'autre, et si ça se passe mal, comment on se sépare. Voilà, je pense que si je résume, ça, c'est quelque chose d'hyper important. Donc lui, il est dentiste à l'époque, donc il a rien à voir ni avec le commerce, ni l'entrepreneuriat, ni le marketing, ni rien. Donc en fait, il fait ce qu'il peut, mais bon, il peut pas non plus, hem, voilà, porter ce projet non plus. Et peut-être que, pour revenir à cette question du seul, hem, comment dire? J'attends peut-être des choses chez lui que je pourrais jamais avoir, voilà, aussi. Heu et voilà, et donc du coup, j'ai une forme de déception un petit peu, si tu veux, à la fin du projet, parce que j'ai l'impression d'avoir tout porté sur mes épaules et de pas être, avoir été un peu soutenu, hem, par lui. Voilà, on cherche un développeur, le développeur, il dit qu'en 3 mois, il va faire l'appli, en 1 an, il a toujours pas fait, et cetera. Bref, donc voilà, il y a pas mal de contraintes, et donc à la fin, quand même, on sort l'appli, hein, sur les stores. Une personne télécharge l'appli, et cette personne quand même, arrête définitivement de fumer, et du coup, il épargne 700 800 € je crois. Il se paye, je crois un voyage, il me semble, avec ça. Puis on l'appelle après, il me dit: «Bah oui, j'ai arrêté, ça m'a fait du bien», et cetera. Donc on part quand même là-dessus, mais finalement, après, il fallait de nouveau investir de l'argent parce qu'on voulait faire une appli
mieux que ce qu'elle était au départ. Et puis, l'erreur qu'on a fait, c'est que souvent, quand on démarre, on a envie de faire toutes les fonctionnalités possibles. Alors qu'en fait, il faut réduire à la fonctionnalité principale pour gagner du temps, pour tout de suite après, continuer à faire évoluer ton application avec les retours des utilisateurs. Donc voilà, on fait plein d'erreurs. Et donc, à ce moment-là, il y a 2 solutions. C'est soit on arrête, soit il faut investir 20, 30, 40 000 euros pour refaire une app digne de ce nom et envoyer un peu du budget pour accélérer. Et à ce moment-là, si tu veux, donc je trouve un investisseur. Cet investisseur est OK, mais mon associé n'est pas OK parce qu'il ne veut pas céder 10-20% des parts selon le prix décidé par l'investisseur. Donc là, il me bloque aussi à ce moment-là. Et en même temps, il ne veut pas non plus mettre de l'argent perso. Alors qu'au départ, moi, je suis dans une situation où je ne gagne pas bien ma vie, je n'ai pas d'argent de côté, je suis pas, voilà. Alors que lui, il est dentiste, etc. Donc, si tu veux, on arrive dans une situation de conflit qui fait qu'on arrête le projet. Voilà. D'accord. Et Mais je te ouais, coupe, comment tu vas chercher un investisseur comme l'incubateur? Tu frappes à quelle porte, ouais, pour trouver quelqu'un qui est capable de te filer, 40-50 000 € comme ça, enfin comme ouais. ça, en échange de parts de l'entreprise? Mais comment on trouve ça? Déjà, il faut parler de son projet. C'est très important. C'est souvent quand on a une idée un peu «novatrice» entre guillemets, style start-up, on veut garder l'idée pour soi. Or c'est, une erreur parce qu'en fait, si tu veux, convaincre des parties prenantes, il faut en parler, il faut discuter. Et puis dans tous les cas, même s'il y avait quelqu'un qui écoutait ton idée, heu, est-ce qu'il serait aussi fou que toi pour du jour au lendemain, décider de lancer? Non. Et puis même s'il le lançait, il le ferait différemment. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur de ça. Et donc, je parle de ce projet. J'en parle à droite, j'en parle à gauche, j'en parle auprès parce qu'il y avait des genres de consultants aussi dans l'incubateur. Et puis finalement, c'est un ami à moi qui a une entreprise. En fait, c'est le mec d'une amie à moi qui a une entreprise, qui est dirigeant dans une entreprise de radio, notamment sur Marseille, et qui cherche à investir un peu dans des projets start-up. Et je lui parle du projet et il est convaincu. Donc voilà comment j'ai trouvé, donc via mon réseau, mais surtout en discutant et en parlant avec son entourage, quoi. Ouais, c'est intéressant, ouais. Donc en parler de son projet. J'ai eu, Laurie, qui elle, a lancé son projet, elle en a parlé autour d'elle et pour se motiver encore plus, elle a donné la date, du moment où elle sortirait son projet à tout le monde. Elle l'a affiché sur son frigo et tous les matins, elle passait devant tout, sur ce post-it avec, la date d'ouverture, de son activité, et du coup, ben, en parler et c'est ce que j'ai fait aussi avec Renacast, en parler t'oblige finalement à aller au bout du truc. Moi, Renacast, j'ai dit en 2 mois, j'aurai mes 10 premiers invités, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'avais timé tout ça et je me suis senti obligé, alors sans être obligé de façon violente, je me suis donné un but et en parlant autour de moi, ben, j'en suis là devant toi, Timothée, une personne que j'aurais peut-être jamais rencontrée tout seul. Et puis là, tu parles aussi d'un engagement. Donc là, tu t'es engagé, tu as pris une décision envers toi-même, surtout, en mettant une deadline, et cetera. Donc effectivement, après, tu veux être fier de toi et du coup, voilà, te prouver à toi-même que tu en es capable. C'est ça et donc ouais, c'est cool. Donc je reprends 2 enseignements que tu as gagnés. Bien s'entourer, en tout cas, si on est, 2 ou plusieurs sur un même projet, peut-être bien définir les rôles, être complémentaires, ne pas être les mêmes finalement. Tu aurais dû être, lui plutôt, dans le financement, toi dans la tech, et puis un développeur dans le développement. Bref, je sais pas, on peut refaire le monde à chaque fois, hein. Une fois qu'il est terminé, c'est facile de le dire, hein, mais sur le moment, c'est plus compliqué. Aller chercher, parler de son projet et aller chercher des investisseurs, c'est pas très compliqué finalement, puisque plus tu parles de ton projet, plus tu as de chances que certaines personnes soient intéressées pour t'accompagner. Et il n'y a pas de projet fou, hein. Perso, moi je pense que tous les projets sont viables. Ça dépend de la personnalité de l'homme ou la femme qui porte ce projet. Souvent, on investit plus sur le personal branding, sur la personne que sur le projet en lui-même. Si tu es assez fou pour que ça marche, why not, hein, vas-y. Donc ouais, moi j'ai ces 2 enseignements, je les garde. Si tu en as d'autres, je les prendrai. Mais bon, du coup, ça se finit. Malheureusement, tu mets un terme à tout ça. Tu te retrouves à nouveau sans rien. Alors, Heu, je mets pas ou vraiment un terme. Je mets pas vraiment un terme parce que donc Team Connect, je mets un terme. Ouais, OK, oui. Parce que du coup, effectivement, enfin, je mets un terme. Alors, j'essaie de me reprendre parce que ça date un petit peu. Non, il me semble que j'ai toujours Team Connect, j'ai Noclop en parallèle. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Oui, à ce moment-là, je me dis: «Bon,
je suis pas hyper épanoui sur Team Connect. NoClub, c'est quand même compliqué, voilà, mais je lâche pas le projet, hein, mais c'est compliqué. J'ai du mal à lâcher le projet. Et puis, je crois que je tombe. Ah non, c'est pas ça. C'est un cabinet de recrutement qui m'appelle à ce moment-là et qui me propose un poste auprès de Number, un cabinet d'expertise comptable à Marseille, spécialisé pour les indépendants, en tant que consultant en création d'entreprise. Et là, je me dis, c'est peut-être pas idiot parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est pas mal, mais bon, j'ai pas envie non plus de le porter de ouf. NoClop, on sent que ça va prendre plus de temps que prévu, entre guillemets. Donc voilà, mais c'est toujours un side project, j'ai envie de dire, qui est là. Et donc, je me dis, je vais au cabinet de recrutement. Ça se passe bien. Alors moi, ça me fait rire. Je me souviens d'une anecdote très marrante. C'est que j'arrive et donc je suis passé de salarié à indépendant, quoi. Donc là, c'est retourner dans le salariat. Donc ça me fait flipper quand même, hein, ça me fait flipper, retourner dans le salariat, un cadre, des horaires et tout. Et je crois que pendant l'entretien, il me pose une question sur les horaires, etc. Et je lui dis un truc du style: «Ah non, mais moi, de toute façon, je démarre pas avant 9h, c'est pas avant 9h.» Et avec le recul, je me dis quand même, je suis un peu fada d'avoir dit ça comme ça, voilà. Mais bon, je l'ai fait. Et bon, finalement, je passe des entretiens et je suis pris. Voilà, je suis pris. Et donc, je me pose la question, je me dis: «Est-ce que vraiment retourner en salariat, c'est quelque chose?» Et en fait, ce qui me plaît dans ce cabinet, c'est qu'ils sont un peu en mode start-up justement, c'est-à-dire qu'ils sont en forte croissance. C'est une équipe très jeune, et je me dis que je vais apprendre encore plein de choses. Je me dis que je vais apprendre encore plein de choses et donc c'est une expérience à prendre. Ça va me permettre aussi de me solidifier financièrement, parce que j'ai un projet aussi d'achat immobilier, c'est aussi dans ma tête, hein. C'est aussi pour ça souvent quand on retourne dans le salariat, notamment quand on est jeune. Donc je dis: «Allez banco, on y va.» Et donc je pars chez Number, heu tout en ayant Team Connect à côté et NoClub à côté. Ouais, ouais, et tu trouves du temps pour tout? Ben ça va, ouais, je m'en sors parce que en fait, je crois que j'ai une bouffée d'apprentissage. J'aime apprendre, en fait. J'aime apprendre et là, je suis nourri et en fait, oui, dès que je rentre chez moi, je me forme, je lis des bouquins, je regarde des tutos, et je travaille sur les projets et ce fait de sentir que je monte en compétences, sur différents éléments, je crois m'enivre un petit peu, quoi, voilà. OK, donc l'apprentissage, encore un enseignement hyper important, apprendre au quotidien. YouTube, c'est génial. Alors je vais choquer du monde, mais même TikTok, c'est bien pour apprendre. Alors faut sélectionner évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui nous permettent d'apprendre au quotidien, de se nourrir des autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, tu as un petit peu plus d'âge du coup, et tu tombes avec des plus jeunes peut-être, dans le groupe. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des beaucoup plus jeunes que moi parce que, bah, déjà ça me permet de rester connecté, à la vie finalement puisque eux démarrent et ils ont des façons de voir les choses qui sont tellement différentes de ce que moi j'ai. J'adore ça, donc je sais pas si ça a été le même cas pour toi et bon, tu t'épanouis, tu deviens, coach, formateur, comment on appelle ça? Alors donc là, je suis vraiment consultant en création de sujets, c'est-à-dire que mon job, c'est vraiment j'ai plutôt une vocation commerciale, c'est-à-dire mon job, c'est d'accompagner, les personnes sur le choix de leur statut juridique, sur l'établissement de leur prévisionnel financier, mais surtout quand même de, faire les rendez-vous commerciaux, c'est-à-dire de présenter nos offres et de signer des clients. C'est quand même mon job, et en fait rapidement, parce qu'en fait la compta, c'est pas non plus spécialement mon truc, voilà, hein, c'est ça qui me fait un peu flipper. Les dirigeants s'en rendent compte que la compta, parce qu'au départ, j'ai un portefeuille client, ils se rendent compte que bon, c'est pas le truc qui me fait le plus vibrer. Mais par contre, je suis très bon commercialement. C'est-à-dire que du coup, commercialement, je développe bien l'activité. Et à un moment donné, où il faut développer des partenariats, parce que du coup, en tant qu'expert comptable, on ne peut pas faire de prospection. À l'époque, on ne pouvait pas faire de prospection directe, parce que voilà. Et donc, on développe des partenariats. Et très rapidement, au bout de 9 mois, 1 an peut-être maximum, je deviens responsable partenariat. Donc, j'ai plus de portefeuille client et mon seul job, c'est de développer l'activité commerciale du cabinet d'expertise comptable en nouant des partenariats avec des structures de l'écosystème entrepreneurial sur Marseille, qui ont donc les mêmes clients que nous, des entrepreneurs, mais des expertises différentes, et comment je noue des liens avec eux, pour faire connaître le cabinet. OK, et donc ça te fait kiffer, de c'est un nouveau métier finalement, qui te permet de rencontrer, énormément de monde, j'imagine, et surtout avec un œil différent puisque finalement tu payes pas, c'est, des partenariats comme tu le dis, c'est: «Je vous amène du client, en échange vous amenez un service», ou de choses comme ça, c'est ça que je comprends? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi ce qui me plaît là-dedans, c'est le relationnel. Voilà.
que ça soit sur l'activité commerciale comme le partenariat. Je dirais le point commun, c'est le relationnel. Et là, je découvre des gens, je découvre des structures. Et puis, il y a aussi cette côté un peu négociation, puisque pour moi, le partenariat, c'est limite encore un peu plus difficile que le commercial. Parce que Ouais. il faut découvrir dans les partenariats quels sont les besoins de ton interlocuteur pour comprendre comment tu peux l'aider pour qu'en retour, il ait envie de t'aider. Ouais. Donc ça vient aussi de ma faculté d'analyse, de perception et mon côté un peu intuitif de ressentir un petit peu les choses. Et donc là-dessus, je m'éclate. Et après, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait des ateliers sur le choix du statut juridique auprès de leur communauté. On fait des permanences. Nous, on les met en avant sur notre site. On leur envoie aussi du monde. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et puis, je sors beaucoup. Je vais dans du networking, je vais dans des salons. Donc, oui, c'est d'éclate. C'est clair. Et là, tu trouves ton pourquoi? Non, Toujours pas? je trouve toujours pas mon pourquoi, mais en tout cas, là, je suis dans une situation qui est cool. C'est-à-dire, j'ai un salaire qui est sympa, je suis dans une équipe dynamique, je suis très libre. En même temps, ça a du sens dans le sens où je suis utile à l'expansion du cabinet, donc j'ai une place, quand même une vraie place. Le dirigeant me met à cette place, enfin, en tant que responsable partenariat. Donc aussi, oui, il y a ça qui se passe aussi à ce moment-là, je pense. C'est la question de la légitimité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc je deviens responsable partenariat, donc je franchis un petit peu certaines steps, quoi. Et donc, je noue des partenariats avec les structures. Et en fait, régulièrement, mais très régulièrement, les gens me prennent pour le dirigeant. Et donc, même quand le dirigeant est avec moi, qui est à peu près mon âge, il est un peu plus jeune que moi, parce que je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans de moins, ben, à chaque fois, ils viennent me voir, mais c'est pas toi le dirigeant, etc. Donc, il y a un truc comme ça qui arrive, qui est extérieur à moi. C'est pas moi qui décide, où les gens me mettent à une place de dirigeant, tu vois. Voilà. Et donc, à la fois, ça me dit, je me dis, bon, ben, en fait, ouais, quand même, je suis là, ça va, je suis légitime, j'ai ma place et tout. Et puis, à la fois, je me dis, mais peut-être que j'ai peut-être des épaules pour être dirigeant aussi, tu vois? Donc il y a, à la fois ce que moi j'ai envie, ce que mes passions, mon désir, mes envies, mais on ne peut pas enlever l'extérieur. Et moi, l'extérieur me renvoie ça. Il me renvoie que, j'ai un peu ce truc de dirigeant et cetera, il me demande des conseils, sur le commercial, sur les financements et cetera. Et je sens que j'arrive à fédérer assez facilement, l'équipe, les partenaires. Je crée des réunions d'information, je lance des débats conférences parce qu'on avait un lieu type coworking, et donc je lance des débats. Et je sens que je suis à ma place. En tout cas, à cette place-là, les gens sont OK avec ça, quoi. Et donc, du coup, si tu veux, ça me permet aussi de franchir, je pense, psychologiquement aussi à ce moment-là, euh, certaines barrières où je sors un peu vraiment de juste le salarié, et je commence à me dire, OK, je peux être responsable, je peux être un peu plus que ça, je peux être un peu dirigeant. Donc, c'est important aussi dans mon processus, je crois, ça. Ouais, et alors du coup, j'ai une question qui me taraude là. Tu as l'air super bien dans ce poste-là, tu te sens légitime, les gens te mettent, en avant, et c'est toujours, jouissif de voir les gens nous encenser et dire qu'on est bon dans ce qu'on fait. Pourquoi, tu crées ensuite, indépendant mais pas seul finalement? Alors, Parce que moi j'y serais resté peut-être. bah oui, 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 c'est clair. Donc, ça fait 3 ans que j'y suis, etc. Et en fait, il y a plusieurs choses, hein, parce que je m'en suis posé des questions, hein, avant d'arriver là. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, hem, à ce moment-là, je me dis: «Est-ce que je veux rester salarié toute ma vie?» Voilà. Et la réponse est clairement non. Et d'ailleurs, je vais te dire même une autre chose, c'est que quand j'ai accepté ce poste chez Number, je savais déjà que je ne pourrais plus être salarié, toute ma vie. Parce que j'avais créé déjà Team Connect, j'étais sur nos clubs et cet entrepreneuriat, m enfin, me plaisait, et voilà. Donc, je suis retourné dans le salariat comme une forme d'expérience. On me disait: «Tu vas rentrer dans une start-up, tu vas apprendre plein de choses, tu vas pouvoir être libre de lancer des stratégies et cetera, c'est génial». Mais en même temps, j'avais déjà dès le départ une idée que: «Ah, ça va durer 2-3 ans, je vais acheter mon appart et puis après je vais repartir, c'est sûr». Et donc, autre anecdote un peu rigolote, c'est-à-dire que à ce moment-là, au bout de 3 ans, le cabinet veut lancer un nouveau projet et en fait, le dirigeant m'invite, au restaurant, tu vois? Le directeur du cabinet m'invite au restaurant et je le sais après, mais à ce moment-là, il voulait, me mettre, du coup, responsable de ce nouveau projet. Et en fait, je choisis ce moment-là aussi pour lui dire:
que en fait, je veux quitter la boîte et que, au départ, je veux quitter la boîte, non pas pour IMPS, parce que j'ai pas encore l'idée d'IMPS, mais pour, développer NoClop, qui est toujours en side project, à côté et ce projet j'arrive pas à le lâcher, quoi et je sais pas pourquoi j'arrive pas à le lâcher et je me dis: «Il faut que je le lance» et je me dis: «Si je reste salarié, je n'y arriverai pas». Donc là, il y a un risque à prendre. Il y a un risque à prendre. Je viens d'acheter mon appart, c'est cool, je suis content. Une petite step de franchie. Et là, je me dis, si je reste salarié, c'est impossible parce que je ne vais pas mettre dans les conditions qu'il va falloir pour y arriver. Et donc, je lui dis bah, que je veux quitter du coup la structure pour lancer à fond mon projet. Et c'est comme ça que ça arrive un petit peu, quoi. Voilà. OK et la déception, j'imagine, au dessert où tu annonces ça alors que lui, il veut, te voir grandir sur un projet, qu'il a imaginé. Je me mets à sa place, je me sens mal à ce moment-là, je pense. Je sais pas comment on Et dit la je pense que prise. ça l'a surpris, Ouais, effectivement, je ça l'a pense aussi. surpris. Et donc du coup, tu te lances dans nos clubs, tu t'en vas, mais comment on arrive à indépendant Alors, mais pas seul? donc, je pars de chez Number. Euh, À ce moment-là, il y a plusieurs choses. Il y a, une personne qui était cliente du cabinet Number qui s'appelle, enfin qui a une école de coaching, du coup, à Marseille et avec qui je sympathise grandement, et avec qui je propose des ateliers, un petit peu sur, voilà, les statuts juridiques auprès, des coachs qui se lancent, hein, via Number et avec qui on sympathise, donc on reste en contact. En même temps, du coup et tu vas voir après pourquoi je te dis ça, en même temps, j'ai une autre personne qui a une cinquantaine d'années, que je découvre aussi via les partenariats, parce que je découvre plein de personnes, et qui veut m'embarquer sur un projet qui s'appelait Résonance, où il a levé 100 000 €. Et en fait, l'idée, c'est de travailler sur les écosystèmes relationnels avec les entrepreneurs. Donc, on travaille avec des chercheurs, du coup, en sociologie à Marseille, et cetera, et qui réfléchissent à un modèle où ils expliquent comment, des fois, rencontrer d'autres relations permet d'accéder à des réseaux beaucoup plus importants et donc ensuite, en s'appuyant sur le réseau de ton réseau, développer concrètement ta boîte, etc. Bon, c'est intéressant, mais ce qui se passe, c'est que cette personne, je lui présente deux, trois partenaires, puis j'apprends après que il a dit oui, non mais Timothée, enfin, il me balance du sucre sur le dos, voilà, et il parle de moi. Pas de la bonne manière, tu vois? Et j'apprends qu'en fait, il avait déjà monté plusieurs startups auparavant, qu'il était endetté, et qu'il était dans une angoisse et qu'il manquait en fait de confiance beaucoup en lui et donc aussi en les autres, voilà. Donc j'en suis là, à ce moment-là, j'ai nos clubs, j'ai ce projet Résonance et là, je me dis: «Attends, bon maintenant il faut que tu apprennes de tes erreurs». Donc heu, nos clubs, ton associé là, compliqué. Et la Résonance, je m'associe avec un gars et je me rends compte quelques mois après qu'en fait, il dit des choses, pas très sympas derrière mon dos et que ça pourra jamais le faire. Donc là, je me dis en fait: «Terminé, arrête de vouloir t'appuyer sur les autres, arrête de vouloir compter sur les autres, compte que sur toi. Compte que sur toi. C'est toi qui es responsable, c'est toi qui vas pouvoir mettre les choses en place» et ça, c'est encore un élément important et donc à ce moment-là, me vient l'idée d'indépendant mais pas seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette école de coaching cherche aussi à mieux accompagner les coachs qui se lancent et comme, du coup, la fondatrice, elle sait que j'ai une expertise sur la compta, sur les prévisionnels, mais surtout aussi sur les partenariats, sur le commercial, sur du web marketing et tout. C'est elle qui m'amène un peu et qui me soutient et qui me dit: «Mais en fait, Tim, tu pourrais, proposer, de la formation, de l'accompagnement auprès de mes coachs, quoi». Et donc, avec l'aide de Roland, psychologiquement, parce que je continue à voir Roland qui a 100 ans à ce moment-là, où je parle de toute ma vie, donc ça aussi et elle me soutient aussi, donc c'est 2 soutiens très forts. Danielle, elle s'appelle, la personne de l'école de coaching, qui a un certain âge, l'âge de ma mère, 65, voilà et Roland, voilà et ces 2 personnes, elles me soutiennent. En gros, elles me disent: «Tu es capable Tim, tu as le potentiel, tu es capable, j'aime tes présentations». C'est ça qu'elles me disent, tu vois? Donc encore une fois, c'est l'extérieur aussi qui me dit, voilà et donc Daniel, je prépare à un moment donné une forme de conférence pour présenter ma première offre d'accompagnement, un peu la création d'entreprise et je suis à Paris, je suis en conférence devant, 60 coachs, des coachs 45, 50 ans, je vois moi j'ai 30 balais, voilà et je présente ma conférence et à la fin, je présente mon offre, heu et d'un coup, il faut parler, il faut énoncer le prix et à l'époque, je disais 5 000 €, d'accord?
Alors aujourd'hui, je suis beaucoup moins cher. Je sais pas ce qui m'a pris là, à ce moment-là, de dire 5 000 euros. J'étais à 5 000 euros sur un accompagnement qui était soumis à l'obtention de financement chez France Active, France ici. Bref. Et donc, au moment où je dois énoncer le prix, ma voix se coupe. Ah Je mince. n'arrive pas à prononcer le prix. Je n'arrive pas à prononcer le prix. Je suis en transpi, je rougis, etc. Parce qu'en fait, si tu veux, à ce moment-là, je me dis dans ma tête, mais qui je suis là pour faire ça? Qu'est-ce que ah, tu vois, ce côté légitimité, il est super, super difficile. Mais je me dis bon, il faut y aller, quoi. Donc on y va, on le fait. J'annonce le prix quand même, tant bien que mal. Et à la fin de la conférence, je signe 10 contrats à 5 000 euros. Eh bien, bravo. Hyper rentable, comme quoi se faire violence, des fois ça a du bon. Avoir confiance en soi, ça en a. Alors c'est pas simple à avoir, hein, mais il suffit de regarder, ce que nous reflètent les autres autour de nous. C'est hyper important finalement. Alors on n'a pas tous une Danielle, ou une Rolande, mais on a d'autres personnalités qui peuvent peut-être, nous accompagner. Mais attention, Daniel et Roland ne sont pas venus à moi. C'est Et voilà. moi qui ai trouvé Daniel et Roland. Autrement dit, c'est des personnes que j'ai senties à un moment donné sur mon parcours qui pouvaient être importantes dans mon évolution et à qui je me suis raccroché. Ouais, savoir s'entourer finalement et choisir les bonnes personnes, ce que tu avais peut-être pas fait pour, Noclop et d'autres activités, donc c'est bien finalement, on avance. Et quand tu crées indépendant mais pas seul, tu es encore en micro-entreprise ou tu choisis un statut? Parce que maintenant tu as quand même les compétences pour choisir, un statut différent, Ouais. pour et quel statut tu choisis et pourquoi? Ouais. Donc là, à ce moment-là, je choisis de créer, une SASU parce que je suis au chômage et donc je peux faire ce qu'on appelle un PV de non-rémunération. Donc, toucher mes droits, mes ARE pendant toute la durée de mon chômage, tout en, construisant une trésorerie, sur IMPS pour que du coup, à la fin du chômage, espérons-le, j'ai un fonds de roulement, 6 mois de charges fixes d'avance pour pouvoir sécuriser ensuite ma transition. Donc je choisis, effectivement la SASU, pour aller à ce niveau-là. Et pourquoi aussi je crée Indépendant et Passeur? Parce que là, on vient au pourquoi, effectivement, qui est important. C'est que en fait, à ce moment-là, je me dis, bon, je fais mon ikigai, hein, je fais concrètement, c'est quoi mes compétences, c'est quoi mon désir, pourquoi je peux être payé, voilà, comment je peux aider en gros les autres. Et moi, j'adore le côté création d'entreprise parce que, je trouve que c'est une de nos forces et puissances les plus importantes en tant qu'être humain, c'est de créer. Voilà, donc le fait sur des projets, etc. J'ai tout cet aspect commercial, juridique, partenariat, etc., que je peux exploiter. Je suis très branché développement personnel parce que je suis fils de psy, que je suis en analyse à ce moment-là depuis quelques années, etc. Et j'ai des gens qui en fait galèrent à développer leur boîte, quoi. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que ça vient un petit peu IMPS, si tu veux. Et puis d'une réflexion un peu plus profonde quand même, que je tiens à souligner, c'est que la question aussi quand même fondamentale, c'est qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, comment je peux être utile, etc. Et il se trouve que ma sœur est psychologue et travaille dans l'humanitaire depuis des années, depuis 10-15 ans. Et moi, je remets toujours un peu en question le fait de travailler dans l'humanitaire et d'aller prêcher un peu la bonne parole à des soi-disant populations, du coup, peut-être euh, qui n'ont pas toute la connaissance, tout le savoir, sachant que ces associations sont financées par des investisseurs américains qui protègent leurs intérêts. Et donc ça, si tu veux, dans ce truc de oui, nous on fait de l'association, c'est génial ce qu'on fait, etc., je trouve qu'il y a quelque chose qui me dérange. Ce qui me dérange, en fait, c'est que peut-être que les gens qui travaillent pour ces ONG, ils le font pour les vraies raisons, c'est-à-dire d'aider les populations sur le terrain, et c'est le cas. Mais en fait, in fine, qui finance ça? C'est plutôt des gens qui veulent protéger des intérêts et contrôler certaines populations. En tout cas, c'est un peu l'idée que je m'en fais. Et ça me dérange. Et donc, je me dis, si je crée ma boîte, parce que c'est ça qui fait la différence, si je crée ma boîte, je vais pouvoir poser mes valeurs, mon cadre, mon éthique. Et personne ne va me dire de faire ci ou de faire ça. Voilà. Et c'est moi qui vais choisir de créer mon petit monde dans ce grand monde dans lequel je vais bosser avec des gens avec qui j'ai bossé, partager des valeurs communes, partager une éthique commune. Et ça, je trouve ça hyper précieux. Et au lieu de vouloir, au lieu de vouloir changer le monde, c'est-à-dire d'avoir des énormes projets pour révolutionner la planète, je me dis, la révolution, elle passe d'abord par soi. Est-ce que moi, je suis bien? Est-ce que moi, je me sens bien? Parce que je pense que si, du coup, tu trouves l'endroit où tu te sens épanoui, ben à ce moment-là, forcément, tu vas contribuer positivement au monde, en fait.
Et donc, si moi, je trouve ma place, que je suis épanoui, que je contribue et que je recrute des gens et que je les aide à trouver leur place dans mon écosystème de valeurs qui eux-mêmes, ça, ben, en fait, c'est du coup quelque chose d'hyper vertueux. Et c'est pour ça aussi que je suis en indépendant et pas seul, pour aider les gens à, du coup, trouver leur singularité, leur unicité les donner au monde, quoi. C'est un peu ça. OK. Donc, ça vient aussi de toute cette réflexion qui est de dire comment je peux faire quelque chose un peu dans ce monde dans lequel on est. Ouais, et hyper intéressant bah, que quelqu'un puisse nous accompagner, nous prendre par la main. Alors peut-être pas prendre par la main, nous montrer la voie plutôt, pour trouver son chemin. Comment tu là, si tu, parce que tu accompagnes des gens qui sont pas forcément entrepreneurs, c'est ça, si je comprends? Ceux qui veulent, se lancer, mais qui n'ont encore pas toutes les bases, solides pour se lancer, c'est ça? Ouais, on a 2 typologies de clients, soit des gens qui se lancent pour la première fois en indépendant, voilà et qui, voilà, savent pas par où commencer, qui ont besoin de structurer, leur activité, et d'apprendre, hein, différents éléments. Soit des gens qui sont déjà lancés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui ont du mal soit à en vivre, soit à faire décoller leur activité. Voilà. Je Et dirais peut-être c'est 70 ou 60 de créateurs, 40 de gens qui ont déjà créé mais qui galèrent, en gros. OK, et pour un tiens, je vais te voler deux trois tips là, Et du coup, parce que 5 000 €, je sais pas si je peux te les donner tout de suite, mais non, je vais te non. voler des tips quand même, et mais qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui a envie de se lancer, qui a déjà une idée, mais qui sait pas par quoi commencer? Quelle serait la première brique à poser? Mmh. Ben, alors, il y a 2 choses. Premier truc, je pense, c'est la mission. Donc, quelle est la contribution que je veux apporter au monde de manière à avoir quel impact? Parce que ça, c'est ce qui va nourrir ta motivation, ton envie. C'est ce qu'il faut marquer sur ton frigo. Tu prenais l'image du frigo, c'est pourquoi je me lève le matin. Voilà. Et ça, c'est le désir altruiste qui est super important. Deuxième chose, c'est notre désir un peu plus égoïste parce qu'on a des bons côtés, on a des côtés un peu moins bons, mais en tout cas, il faut qu'on s'y retrouve. Donc, c'est de dire, c'est quoi mon ambition professionnelle? Est-ce que je veux être un référent? Est-ce que je veux créer une vraie boîte ou je veux juste être indépendant? Mais surtout, quelle est la transformation que je veux dans ma vie personnelle? Est-ce que je veux gagner du temps, enfin avoir plus de temps, avoir plus d'argent, être plus libre géographiquement, ou au contraire construire une boîte avec des vraies personnes, ou aller chercher, pourquoi pas, X millions d'euros parce que j'ai un projet humanitaire derrière, j'en sais rien, mais d'être au clair aussi sur sa vision un peu plus égoïste. Donc ça, c'est les premiers éléments. Ensuite, effectivement, ça va être deuxième étape, de cerner quelle est son expertise en fait, quelles sont ses compétences, qu'est-ce que je maîtrise, et d'aller se confronter du coup à la réalité du terrain et d'aller interviewer tout simplement ses futurs clients en leur demandant ben, finalement quel est leur principal problème, ou dit autrement, quel est le résultat qu'ils désirent obtenir. Puisqu'il faut comprendre que mon expertise n'est que la solution que je vais leur apporter pour les aider à atteindre un certain objectif. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est de se confronter le plus vite possible à la réalité du marché et de comprendre, du coup, quel est le résultat que souhaite obtenir mon client par rapport à mon expertise, en gros. Ouais, effectivement. Bah, tu vois, alors, tous les dimanches, j'écris un article de fond, sur, renacast.fr, où, je parle, enfin, j'essaie d'extraire ce que vous me dites, toi, Timothée, et tous ceux que j'ai accompagnés, et ce que tu viens de dire fait écho à l'article qui paraîtra le 22 juin, je crois, où justement je parle de ça, donc, c'est exactement, ça. Donc je vous dis rien, vous allez écouter l'épisode bien après. Revenez, dans les articles de Renacast, du 22 juin, et vous verrez de quoi on parle. Je trouve ça hyper intéressant de se poser les bonnes questions. Il y a des personnes qui en parlent. J'ai en tête Blanc, un économiste qui est professeur économiste, qui en parle aux États-Unis et qui a révolutionné le travail à la Silicon Valley en se posant ces questions-là justement. Je vous laisserai lire, je vais pas tout dire quand même. Ça, c'est la première brique, bien se connaître et savoir ce qu'on veut, et confronter ça à ton public, résoudre des problèmes, des problématiques, et que ces problématiques, les gens aient envie de les résoudre. Ça, c'est important aussi, parce que si personne ne Problème veut changer, douloureuse et urgente dans la mesure du possible. si c'est possible, effectivement. C'est top. Est-ce que tu as 2 ou 3 autres conseils à nous donner rapidement, ou Alors, ça? première étape, alors si tu veux, on va faire, pour moi, il y a 3 grandes étapes. Première étape, c'est effectivement avoir une proposition de valeur unique. Autrement dit, comment je vais vous accompagner? Quelle est ma solution différenciante pour vous aider à atteindre quel objectif? Donc encore plus important de comprendre
quel est l'objectif, le résultat désiré de mon futur client, c'est de comprendre quels sont les obstacles dont il est conscient qui l'empêchent d'atteindre son objectif. Parce qu'on dit que dans la vente, il faut vendre aux gens ce qu'ils veulent et leur donner ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que je suis consultant en no-code. Tu viens de me voir parce que tu veux créer un site web pour gagner en visibilité. Et que je te présente mon offre et je te parle que de no-code, que d'IA, d'outils hyper techniques. Tu vas me regarder, je vais dire, mais j'ai rien compris à ce qu'il m'a raconté. Trop technique, oui. Pourtant, c'est ce dont tu as besoin. Mmh. Mais toi, ce que tu es conscient, c'est que tu as certains obstacles. Qu'est-ce qui t'empêche dans un site web? Je ne sais pas, je ne connais pas les outils appropriés, je ne sais pas comment automatiser, je ne sais pas comment mettre ça en place aussi via l'IA, j'en sais rien. Et donc, les étapes de mon offre doivent correspondre point par point aux différents obstacles dont tu es conscient qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. Donc, l'idée, c'est de créer une offre d'accompagnement avec une promesse claire des étapes, des modalités, des bénéfices, une garantie pour augmenter le niveau de certitude que grâce à cet accompagnement, ton client va vraiment réussir à avancer vers son objectif et dans la mesure du possible, essayer de créer ta propre méthode, une méthode unique, singulière. Pourquoi? Parce que déjà, tu as des outils que peut-être les hommes n'utilisent pas, tu as une manière de voir les choses qui est différente, tu as une vision, tu as une expérience et vu que tu es sur un marché concurrentiel, tes concurrents, ils répondent au même objectif. La question, c'est comment tu vas y répondre de manière différenciante. Pourquoi je vais choisir Nicolas ou Timothée? Parce qu'ils répondent au même objectif. Mais simplement parce que leur vision et leur accompagnement, il est différent. Donc ça, c'est la première étape qui est fondamentale et que l'on fait avec les gens qu'on accompagne pour avoir une présentation commerciale hyper quali, hyper chiadée. Et ça, c'est un exercice vraiment intéressant à faire. Ouais, intéressant. Et ça, tu peux accompagner tous ceux qui ont envie de le faire et leur montrer le chemin, en tout cas. Exact. Deuxième étape, tu peux avoir une super offre, mais si tu ne sais pas te vendre, ça ne va pas marcher. Donc, on leur apprend le setting et le closing. Donc, le setting, c'est quoi? C'est l'art de converser avec un prospect, soit en présentiel, dans un réseau, quand tu fais du networking, dans un salon professionnel, auprès d'un réseau chez l'entreprise, soit sur les réseaux sociaux, des groupes Facebook, des pages Instagram, sur LinkedIn, et d'orienter la conversation vers l'objectif auquel on peut répondre, les problématiques potentiellement de la personne, et si et seulement il y a des problématiques, lui proposer un rendez-vous pour expliquer comment on va pouvoir l'aider. Okay. Ça, c'est le fameux rendez-vous de closing dans lequel on va faire une analyse de la demande un peu plus poussée, lui présenter une solution personnalisée dans laquelle on va expliquer toutes les étapes de l'offre. Et une fois qu'il a validé l'offre sans parler du prix, c'est super important, qu'il valide vraiment, dire « Ah oui, c'est exactement ce qu'il me faut », là, on rentre dans une phase d'engagement où on va parler du prix, on va répondre aux différentes objections. J'ai besoin d'y réfléchir, il faut que j'en parle à mon mari, il faut que j'en parle à mon supérieur, parce que souvent, la première objection est une excuse. Donc, il va falloir découvrir en fait quel est vraiment le vrai problème. Et il y a des techniques pour ça. Et donc, on apprend aux gens à maîtriser le setting, le closing, avoir un script de setting, un script de closing. Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est d'avoir une validation du marché, c'est-à-dire de présenter le nouvel accompagnement que l'on a créé ensemble aux gens interviewés le premier mois, pour avoir des feedbacks, pour ajuster, affiner, améliorer l'offre si nécessaire, et dans l'idéal, signer des premiers clients. Parce que quand on signe un premier client, comme moi, quand j'ai signé mes 10 premiers clients, ça fait un tilt, ça fait un déclic dans sa tête, on se dit, mais en fait, c'est possible, on peut y arriver. C'est ça, Ça, effectivement. c'est le deuxième step. Et peut-être pour finir, si tu veux, sur la troisième étape, comme ça, au moins, c'est calé. La troisième étape, c'est de dire, OK, si j'ai une super offre, je sais bien me vendre, c'est bien, mais si je n'ai pas de rendez-vous, il ne va rien se passer. Donc, troisième étape, comment je génère des rendez-vous? Et donc, pour ça, l'idée, c'est de donner pour recevoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui marche beaucoup, c'est les ressources gratuites, qui peut être un guide, qui peut être une étude de cas, qui peut être du coup un atelier, une conférence, où le but du jeu, ça va être de sensibiliser soit son audience, soit l'audience de son partenaire à ce que l'on fait, pour que du coup, j'explique mon histoire, je donne des conseils, des erreurs à éviter, je pousse des témoignages clients, etc. Et que du coup, les personnes prennent conscience que j'ai une véritable solution à leur apporter pour les aider à atteindre leur objectif. Et ça, c'est très important parce que si tu fais un site internet, ce qui est un premier réflexe quand on se lance généralement, et tu mets un lien vers une prise de rendez-vous, mais les gens ne te connaissent pas, mais ils arrivent sur ton site, ils ne vont pas prendre rendez-vous avec toi. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut au minimum 7 interactions avant qu'un inconnu devienne client. Autrement dit, on ne va pas se marier tant qu'on n'a pas bu un café, mangé au resto, fait l'amour, etc., etc. Donc, il y a des étapes. Et donc, l'idée, c'est de dire comment je peux, entre guillemets, sensibiliser
ces personnes pour que du coup, à la fin, ils aient envie d'en savoir plus et qu'ils soient convaincus que j'ai quelque chose à leur apporter. Et ça, cette ressource gratuite, elle est super intéressante. Et c'est pour ça qu'on crée ce qu'on appelle un tunnel de vente, qui est ni plus ni moins qu'une page d'inscription vers cette ressource gratuite. Voilà. Maintenant, quand tu as du coup un tunnel de vente, c'est bien, mais encore faut-il avoir des gens qui s'y inscrivent. Et donc là, tu as 4 leviers. Premier levier, c'est la prospection. Donc soit physique, soit distanciel, mais en tout cas, l'idée, c'est de générer des conversations un peu tous les jours avec des potentiels clients et soit obtenir des rendez-vous, soit les orienter vers sa ressource gratuite. Ça peut fonctionner. Nous, on a un consultant en pub, Patrick Roucariès, il n'avait plus de chômage, plus rien, donc il était, il fallait y aller, quoi. Il a pris son téléphone, il a appelé des boîtes sur Toulouse, il a fait 60 millions de chiffre d'affaires en 3 mois. Donc, ça peut marcher. Maintenant, attention, c'est chronophage, ça prend du temps. Si on n'aime pas prospecter, il vaut mieux pas prospecter, ça ne marchera pas. Et quand on arrête de prospecter, il se passe plus rien. Donc, deuxième levier, c'est les partenariats, ce que j'ai fait depuis 10 ans, c'est-à-dire d'identifier sur ton secteur d'activité d'autres structures qui ont les mêmes clients que toi, mais une expertise différente, donc avec qui tu n'es pas en concurrence. Et donc, l'idée, c'est de mutualiser les réseaux et dans l'idéal, faire une intervention auprès de leur communauté. Donc après, il faut apprendre à faire du partenariat, etc. Mais ça, c'est un levier super puissant aussi, parce que quand tu démarres, tu n'as pas d'audience. Donc si tu peux utiliser la communauté d'un partenaire existant depuis 10 ans, c'est le levier le plus puissant. C'est ce que j'ai fait moi quand j'ai démarré chez IMPS. Tout de suite, j'ai fait des partenariats avec une école de coaching, une école de thérapeute, un coworking, un cabinet d'expertise comptable, et ça va permettre tout de suite de décoller. Troisième levier, c'est la com, mais c'est une stratégie, attention, long terme, parce que pour passer de 0 à 1000 followers sur LinkedIn, c'est 6 mois minimum, à condition de connaître parfaitement son client idéal et d'avoir une bonne stratégie, c'est-à-dire du contenu d'acquisition, enfin de conversion. Je donne des conseils, j'ai invité, je pousse des témoignages clients, où je parle d'actualité, pour faire grossir mon nombre de followers. Et ensuite, quand les gens interagissent, like, commentent, partagent, pareil, soit je rentre en conversation avec eux, je fais du setting pour obtenir des rendez-vous, soit je les oriente vers mon tunnel de vente. Et tu as le référencement naturel sur un site web, le fait de créer des articles de blog sur des mots-clés pour être en première position sur Google. Donc ça, c'est intéressant aussi, mais pareil, ça prend du temps, minimum 6 mois, surtout que c'est de plus en plus concurrentiel. Et pareil, une fois que les gens ils vont sur ton site, ils vont sur l'article, c'est bien, mais s'ils vont juste ils lisent l'article, ils repartent, ça sert à rien. Donc après, il faut les orienter pareil vers ton tunnel de vente. Voilà. Okay. Donc la com, ça peut marcher, mais attention, ça prend du temps. Donc, à horizon 2 ans, 3 ans, ça peut être génial parce que les plus grandes réussites, souvent, c'est des gens qui ont fait de la com, ont été hyper persévérants et au bout de 2 ans, ils ont 60 000, 100 000 followers. Et bien oui, c'est sûr, ça fait la diff. Okay. Quatrième levier pour les flemmards comme moi, c'est quoi? C'est la pub. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un système qui fonctionne, autrement dit, tu as un tunnel de vente qui marche, ton offre, elle plaît, tu sais la vendre, les gens sont satisfaits, tu as des avis positifs, etc. Donc, tu as un système qui marche. Ben là, tu vas pouvoir faire la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube. Aujourd'hui, c'est très facile de envoyer le bon message à la bonne audience qui va permettre de 100% automatiser ta prospection. Et donc, en mettant minimum 500 € par mois, en gros, sur de la pub, c'est à peu près ça le budget minimum, tu vas pouvoir générer 20, 30, 100, 150, 200, 800 leads tous les mois de manière automatisée pour remplir ton pipe et du coup, après, scaler en gros ton activité. Donc voilà les 3 grandes étapes que l'on fait. Moi, j'aime bien souvent terminer par ça pour que ce soit bien clair. C'est que s'il y a une seule chose à retenir, c'est que si tu veux des clients, il faut des rendez-vous. Si tu veux des rendez-vous, il faut générer des conversations. Mais si tu veux générer des conversations, il faut des contacts. Génial. Rien que cette phrase-là résume super bien tout ce que tu as dit. J'adore, je prends. Ça va aider beaucoup de monde. Enfin, tu le sais déjà, j'interagis pas mal avec notre audience et ils me posent plein de questions. Alors, c'est souvent des gens qui n'ont pas encore créé leur entreprise, qui ont envie de le faire, qui ont ce petit truc en eux, une petite flamme qui commence à s'allumer progressivement et qui me disent mais comment on fait? Et je t'en ai parlé juste avant qu'on ait lancé l'enregistrement où j'étais en train justement d'échanger avec une personne qui me dit depuis que j'écoute tes épisodes, ça me donne encore plus envie de faire, comment je fais. Écoute, je lui dirais d'écouter l'épisode avec Timothée et puis peut-être de te rejoindre. Je lui donnerai cette phrase-là qui est hyper intéressante à regarder. Merci Timothée pour tout ce que tu m'as déjà apporté. On va arriver à la fin de ton épisode et du coup, je vais te poser deux questions qui me semblent intéressantes parce que tu as appris plein de choses toute ta vie. On voit que ta vie n'est pas si linéaire que ça, mais quand on sort 2-3 trucs, finalement, il y a un fil conducteur qui se dessine progressivement. Alors évidemment, c'était des montagnes russes, mais ça a été finalement un super bon enseignement avec des hauts et des bas.
Tu me parlais d'apprendre tout le temps. Est-ce que pour, nos auditeurs, tu as une ressource, que tu pourrais, citer, que tu aimerais, un livre, un film, enfin peu importe ce que c'est, un podcast, Mmh. Renacast par exemple, je ne sais pas, que tu pourrais mettre en avant en leur disant: «Écoutez ça ou lisez ça, c'est génial». Ouais, alors moi, il y a un bouquin qui a changé effectivement, il y en a plusieurs, mais un en particulier qui a été très important dans mon parcours. En fait, c'est pas tant sur toutes les stratégies dont on vient de parler, parce que en fait, pour réussir en tant qu'entrepreneur, heu, il faut avoir une bonne raison, de entre guillemets «se challenger», sortir de sa zone de confort, passer à l'action. Donc la stratégie est importante, évidemment, parce que si on n'a pas de stratégie, ça peut pas fonctionner. Mais ce qui est encore plus important, c'est, sa posture entrepreneuriale. Parce que autrement dit, si tu sais pas gérer ton temps et tes priorités, si tu manques de confiance en toi, si tu as peur de prendre la parole en public, de parler à un inconnu, de parler argent, te montrer sur les réseaux sociaux, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, il va pas se passer grand-chose, d'accord? Donc moi, je lis énormément le développement personnel, tu l'as compris, avec, du coup, la stratégie et je pense que même c'est 80 de la réussite, c'est dans la tête et donc moi, un livre qui m'a fait beaucoup de bien, c'est «Devenir soi» de Jacques Attali, où dans ce livre, il explique effectivement plein de parcours justement de micro-entrepreneurs qui lancent des idées, voilà. Donc c'est une série, d'histoires, voilà, qui bon, c'est un peu redondant ça, ce côté-là, bon voilà. Mais à la fin du livre, il donne un petit peu une explication des étapes à suivre pour devenir soi et qu'est-ce que ça veut dire devenir soi? Voilà. Mais pas du tout en termes de stratégie d'entrepreneuriat, en termes de, heu, qui je suis, comment j'arrive à être, heu, aligné avec qui je suis, de m'aimer et d'accepter, finalement, ce que je suis et de le livrer au monde, en gros. Il donne des étapes très claires pour ça, mais je vais pas les donner. Je pense que j'ai envie de dire aux auditeurs d'aller jeter un coup d'œil et d'aller regarder ça. Mais, il faut savoir que moi, heu, au-delà de tout ce que je viens de dire aujourd'hui, ça fait je pense 10 ans que je suis en analyse. Je suis fils de psy, tu me diras, rien d'incroyable, mais ça fait 10 ans que je suis en analyse et je pense que un des vecteurs les plus importants de ma réussite aujourd'hui, c'est ça, c'est l'analyse. C'est-à-dire, c'est le fait de dire: «Comment je fais un pas de côté? Comment cette situation ne me convient pas? En quoi j'en suis responsable?» Parce que dans tous les cas, je ne peux pas changer l'autre, je ne peux pas changer l'extérieur. La seule chose que je peux changer, c'est moi. Donc si ma relation ne me convient pas, comment je fais pour que moi je fasse un pas de côté? Parce que si je change, l'autre change et la relation change en fait. Il y a pas d'autre possibilité. Et ça, c'est un levier extrêmement important, c'est de dire: «Je suis à 100 même si c'est pas tout à fait le cas, mais de dire: «Je suis à 100 responsable de la vie que j'ai aujourd'hui». Et à un moment donné, je disais ça, je disais: «Les gens, ils ont pas peur de la mort, ils ont peur de leur puissance. Ils ont peur que de leur responsabilité». Parce que si tu te dis qu'aujourd'hui, la vie que tu regardes un peu à droite, à gauche, tes relations, ton boulot, ce que tu veux, en fait, tu en es pleinement responsable et que, du coup, c'est toi qui as créé cette vie-là et que le seule personne qui peut faire changer les choses et pour avancer, pour, du coup, atteindre tes objectifs ou pour devenir une nouvelle personne ou la personne que tu as envie de devenir, c'est toi, ça change complètement la dynamique. Parce que du coup, derrière, tu as le pouvoir de faire les choses, de changer les choses. Et ça, bien sûr, après, il faudra expérimenter, il faudra rencontrer des gens, tu fais des erreurs et tout. Et ça, je pense, c'est le truc le plus fondamental, c'est revenir à chaque fois à sa responsabilité, mais dans tous les événements, que ça soit les relations humaines, que ça soit la vie professionnelle, voilà. C'est quelle est ma part, qu'est-ce que je peux changer. Et autre chose que j'ai envie de livrer, qui me paraît important, deux autres choses. Je pense que on a tous énormément de potentiel en soi et quelqu'un qui ne exploite pas son potentiel peut pas être heureux. Parce qu'on sent toujours qu'il y a quelque chose au fond de nous qui a envie de vivre, qui a envie de s'épanouir, qui a envie de se réaliser, mais on n'y arrive pas. Et on le sent ça. Et du coup, on se sent un peu à côté. Donc, il faut trouver son potentiel parce qu'une fois qu'on est dans son potentiel et qu'on l'exploite, on se réalise et on est bien. Et dernier élément, j'en suis là. Dans 10 ans, je te dirai peut-être autre chose, mais aujourd'hui, c'est là où j'en suis. C'est que je pense qu'il faut 80% de sécurité, 20% d'insécurité. Ça veut dire que le fait que j'ai acheté mon appart et que j'avais mon toit quand j'ai lancé ma boîte, ça m'a fait du bien. Parce que du coup, j'avais cet endroit où j'étais sécure, tu vois. Mais pour être dans l'envie, dans la motivation, dans le désir, il faut être un peu sortir de sa zone de confort à 20%. Parce que si tu es 80% en insécurité, tu vas
n'auras pas l'énergie, tu vas t'écrouler. Voilà. Donc, c'est important d'avoir un socle de sécurité, mais aussi de se risquer un peu. Et encore une fois, dans tout, dans le monde professionnel, mais dans sa relation amoureuse, dans sa relation avec ses parents, c'est-à-dire à un moment donné, essayer, voilà, où est-ce que je peux un peu être challengeant, sortir un peu des habitudes. Et c'est ça qui fait qu'on renoue avec du désir, avec de l'envie. Et au final, je crois que c'est Jacques Attali aussi qui dit ça. Qu'est-ce qui fait que les gens vraiment réussir? C'est la niaque. Effectivement, c'est, beaucoup de choses que tu nous livres comme ça à la fin là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais oui, effectivement, hyper important d'aller chercher son soi profond et puis, de s'épanouir à travers ça et c'est ce qui fait que, bah, tu as envie, tous les jours de te lever et de travailler donc ça, c'est top. Merci beaucoup pour ce que tu nous donnes. Timothée, je te pose la dernière question que je pose à tout le monde et que je te l'ai dit avant de lancer l'enregistrement, je te l'ai dit, je l'ai pas noté, sur le conducteur parce que, ben, ceux qui nous connaissent et ceux qui nous suivent la connaissent. Les autres, ben, l'apprennent à ce moment-là. Elle est toute simple, cette question. Timothée, si tu avais la capacité de revenir dans le passé, 20 ans en arrière, et que tu tombes en face de Timothée plus jeune, avant tous ces péripéties entrepreneuriales et salariales, qu'est-ce que tu lui dirais? Mmh. Bonne question. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais: «Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Écoute-toi, hem et fais ton propre chemin». Voilà, fais ton propre chemin, fais tes propres expériences. Hem, heu, voilà, je pense que c'est ça qui est important et puis, encore une fois, moi, ça a été ma difficulté, mais je pense que ça l'est pour beaucoup de personnes. Heu, c'est que ce qui m'a aidé à un moment donné, c'est de dire, heu, quand il y a des personnes qui ne t'aiment pas, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es vraiment toi-même. Si tout le monde te kiffe autour de toi, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu es dans un masque. Voilà. On est tous dans des masques évidemment, d'accord? Mais l'idée c'est ça, donc ce que je lui dirais, c'est ça. Je lui dirais, heu, voilà, n'aie pas vas-y, avance, fais-toi confiance, écoute-toi et si ça plaît pas aux gens, si ça les, déplace, si ça voilà, sache que, c'est peut-être positif parce que ça veut dire que justement tu es en train de vraiment donner, ce qui te rend unique et singulier. Et donc il y a peut-être quelque chose à creuser à ce niveau-là, quoi. Voilà. C'est top. Eh ben, écoute Timothée, fais-toi confiance pour la suite. Merci en tout cas pour cet épisode, pour avoir livré tout ce que tu as fait, de toutes ces années. J'espère que ça va enfin, j'espère pas, je le sais, ça va aider beaucoup de monde à peut-être franchir le cap, à se faire confiance également. On n'est pas à 5 000 €, hein, je vous rassure tout de suite. On va parler on est beaucoup moins cher maintenant, donc Pas d'inquiétude. D'ailleurs, Timothée, on te retrouve comment on veut si on veut échanger avec toi, comment on fait? On peut aller sur mon site imps.co, et du coup, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec un expert, sur un rendez-vous gratuit pour, repartir avec un plan d'action personnalisé et puis vous avez plein de vidéos, on a plus de 150 avis 5 étoiles, des témoignages vidéo, des feedbacks. Donc c'est toujours intéressant pour les gens qui ne me connaissent pas. Moi, je dis souvent, voilà, ne croyez pas sur parole, allez voir, participez peut-être à un atelier que j'anime. J'en anime un tout aussi tous les mardis à 11h, justement sur les 5 étapes pour structurer son activité, faire décoller son chiffre d'affaires. Venez, apprenez des choses. Au mieux des cas, vous prenez ce qu'il y a à apprendre et vous le mettez en place, pour vous-même. Et puis si vous ressentez besoin d'être soutenu, d'être accompagné, avec grand plaisir pour vous aider, Eh puisqu'on beh adore ce qu'on fait. Ben écoute, c'est cool. Je mettrai évidemment le lien dans les notes de l'émission, de l'épisode et sur le site puisque je vais faire un article autour de toi et de tout ce que tu as pu faire. Merci beaucoup Timothée. Merci pour tout ce que tu as livré. Je te donne rendez-vous dans 2 ans, 10 ans, combien de temps, pour savoir où tu en es, ce que tu as parcouru comme chemin et puis pour, vous auditeurs, à bientôt dans un prochain épisode de RenaCast. Allez, ciao, bye bye. Merci Nicolas. Bye. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir RenaCast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.